Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 5 avril. Au sommaire aujourd'hui, on va sortir notre calculette et on commence avec cette annonce historique. La semaine dernière, le canton de Vaud et les communes vaudoises annonçaient signer cet accord dit historique. Justement, on va en parler avec notre spécialiste en politique, Florian Cavalieri, qui reçoit sur ce plateau les deux syndics de Cran et de Rolle, Monique Choulapounial et Robert Middleton. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. En sport, on va donner la parole à un couple de cyclistes qui revient de la fameuse Cap Épique en Afrique. Au total, 658 km parcourus en 8 jours. Ils vont nous raconter. On recevra Joanie Pellet et Gilles Cuffert. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau également. Enfin, on va terminer en musique, maestro, s'il vous plaît, avec les variations musicales de Tannay qui ont annoncé leur nouvelle programmation. Elle est là, elle est toute fraîche. On va parler avec Marlise Gerber. Bonjour à vous, Marlise, bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Tu es dans la rue. À place du village à Genolier. Et en fait, je m'en vais visiter la boucherie Prélat, ici, boucherie familiale avec Norbert, le papa, et puis Pascal, le fils. Alors, on va parler justement, tu sais, la semaine passée, on parlait de l'abattoir de Rolle. Eh bien, la boucherie Prélat est cliente de cet abattoir de Rolle qui aimerait se délocaliser à Aubonne. Pourquoi c'est important pour les bouchers? Eh bien, on va leur poser la question. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et à présent, on va sortir nos calculettes. On ouvre le porte-monnaie du canton. Vous le savez, le Conseil d'État et les fêtières des communes ont conclu un accord la semaine dernière qui jette les bases de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise. On va en parler avec vous, Florian Cavalieri. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Nyon Région Télévision, notre spécialiste politique. C'est l'un des sujets brûlants qui opposait le canton et notre district, la péréquation intercommunale vaudoise. Un peu cette petite bête noire de la région qui a tant fait débat et parler. Plusieurs associations, plusieurs assemblées aussi. On parle aujourd'hui d'un accord historique. Est-ce que c'est réellement le cas? Eh ben, c'est justement ce que je vais poser comme question à nos deux invités. Moi, je suis extrêmement content parce qu'effectivement, généralement, quand on parle de péréquation, on parle de choses qui fâchent. Or là, les trois partenaires, le canton et les deux associations de communes que sont l'UCV et l'ADCV, semblent être plutôt satisfaites. C'est tout ce qu'on va découvrir avec nos invités. Monique Choulapounial, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la syndic de Rolle, à vos côtés Robert Middleton, vous êtes le syndic de Cran. On est ravis de vous voir pour parler de cette question. Vous n'êtes pas venu avec votre calculette, ça m'étonne. C'est pas encore le moment, Andrea, je crois. Je crois que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, étant donné qu'on ne connaît pas encore le mode de calcul de cette nouvelle péréquation. Mais ça, on va en parler. Alors, justement, cet accord, comme l'a martelé Andrea, sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise est présenté comme étant global et historique. C'est donc un grand jour. Êtes-vous d'accord avec ces deux mots, global et historique? Monique Choulapounial. Alors, global, oui, et historique, bien sûr, puisque nous avons donc deux fêtières qui étaient d'accord avec le Conseil d'État. On se rappelle qu'en 2020, la DCV avait quitté la table des négociations et là, apparemment, ils étaient d'accord. Moi, je suis un peu moins enthousiaste parce que je trouve qu'avant de se prononcer, il faut justement avoir le mode de calcul de cette péréquation. Voilà, Robert Middleton. Je partage bien sûr le point de vue de Monique. Il faut attendre les calculs, les simulations. Moi, je pars du principe de l'architecture qui était conclu entre les deux associations. Historique parce que les deux associations, les comités des deux associations sont mis d'accord. Enfin, il y a des contacts, bien sûr, mais c'est spécial quand même que sur un point de politique aussi important, on se mette d'accord. Deuxième point qui est important, c'est l'attitude du Conseil d'État qui a changé. Depuis 2018, où nous promet une péréquation intercommunale et une facture sociale en francs par habitant. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de Mme Luisier, et je la salue en même temps, que nous arrivons à cette solution. Voilà, ce changement est tout bon. Alors, concrètement, cet accord y prévoit, dans les grandes lignes, et ça je me base sur les documents du canton, une accélération, un renforcement du rééquilibrage financier en faveur des communes. On parle de 160 millions de francs par an dès 2025. Et dès 2026, la part des communes aux augmentations des dépenses sociales a diminué de moitié environ. On passe donc de 33,3% à 17%. Enfin, encore la pérennisation de la méthode de calcul de la facture policière. Ça, on va en parler parce que c'est un des points d'achoppement peut-être entre cet accord et puis le texte qui sera final.
et la calculette dont parlait Andrea, et enfin une nouvelle péréquation qui sépare clairement péréquation des ressources et péréquation des besoins. C'est un peu ardu à dire, on va tenter de l'expliquer, mais il y avait tout d'abord à l'initiative de ce changement de péréquation, une initiative qui s'appelait SOS Commune, une initiative qui avait abouti avec 13 430 signatures et 4 raisons de soutenir cette initiative. Soit rendre l'argent aux communes qui leur appartient, défendre les principes de la démocratie, soutenir l'autonomie communale et la politique de proximité, enfin renforcer l'équité et la solidarité entre les citoyens. Alors Robert Middleton, vous qui étiez un des artisans de cette initiative, ces raisons sont-elles tenues? En tout cas, vous y participiez. Oui. Ça paraît très technique, tout ce que vous avez dit, c'est compliqué, hein. Ça c'est très important pour comprendre ce qui se passe. Alors, le fait que nous sommes arrivés à un accord maintenant, c'est grâce en grande partie à l'initiative SOS Commune, qui a mis le canton sous pression, qui a réussi à rassembler les communes. La DCV l'a toujours appuyé. Ce qui est important, ce n'est pas tellement tous ces points-là. Comme je dis, c'est les éléments essentiels de cet accord. En francs par habitant, les montants qui ont été discutés en 2020 sont avancés en 2025. Et puis, l'augmentation de la facture sociale est diminuée, c'est-à-dire que les communes sont protégées contre l'explosion des coûts de la facture sociale. Ça, c'est les éléments essentiels pour moi. Il y avait un élément aussi, c'était de rendre cette péréquation plus digeste pour les communes, pour qu'elles puissent mieux se préparer à ce qu'elles devaient retourner au canton. Monique Choulapounial, est-ce que ce calcul de péréquation, qu'on ne connaît pas encore dans les détails, mais est-ce qu'il semble aller dans cette direction, c'est-à-dire d'une simplification ? Comme on ne connaît pas encore le détail de ce calcul, donc je ne peux pas me prononcer. Par contre, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit M. Middleton. C'est vrai qu'il y a une avancée. C'est vrai que cette facture sociale, comme l'a relevé d'ailleurs notre président de la DCV, maintenant en francs par habitant, il y a longtemps que la DCV demandait que cette facture sociale soit en francs par habitant. Alors, il est clair que c'est une avancée, mais par rapport à l'initiative SOS Commune qui demandait que la facture sociale soit reprise entièrement par le canton avec une bascule d'impôt, je trouve qu'on est encore très loin de ce qu'il y avait. Et moi qui suis une fervente supportrice de cette initiative et puis qui est passée, comme plusieurs membres de notre groupe politique à Rolle PLR, on a battu, c'est ce qu'on dit en bas, le pavé pour récolter des signatures. On était récolté des signatures plusieurs samedis de suite. Si on ne parle plus, si cette initiative SOS Commune est enterrée, on sera vraiment déçus. On a autre chose à faire nos samedis matins. Alors, pas tout à fait enterré, puisqu'il y a un contre-projet qui doit être élaboré. On va y revenir, mais allez, parlons des choses qui peuvent diviser, et notamment, puisque vous êtes chacun membre de deux associations, Cran est membre des deux associations, ça c'est aussi une spécificité, mais néanmoins, Cran fait partie d'une police intercommunale, Rolle n'en fait pas partie. Ce nouvel accord prévoit aussi le maintien du montant actuel de la facture policière et de son adaptation, avec une répartition différentes entre communes, puisque cette somme sera revue. Alors désormais financée à raison de 35% par l'ensemble des communes et de 65% par les communes qui délèguent leur mission générale de police à la police cantonale. Là encore, c'est très ardu à dire, mais concrètement, comment vos deux communes sont-elles concernées, Robert Middleton, pour Cran? Moi, je dirais aussi, c'est le même principe, c'est les frais cantonaux qui sont répartis de façon beaucoup plus juste et plus démocratique, francs par habitant. Bien sûr, nous avons l'avantage d'avoir une police intercommunale, mais c'est un concept totalement différent de la gendarmerie. Donc je pense qu'il faut être conscient de cette différence. Avec des attributions différentes. Nous payons la police intercommunale pour la sécurité communale, pour le sentiment de sécurité de la part de la population. C'est autre chose. Je ne dis pas du tout de mal de la gendarmerie, mais si j'appelle la gendarmerie, j'attends. Si j'appelle la PNR, elle est dans 5 minutes. Monique Choulapounial. Alors pour Rolle, on n'a pas de police municipale, donc il est clair que ça soit réparti par le nombre d'habitants, c'est un plus pour nous. Mais après, il faudra vraiment voir le calcul. Est-ce qu'on a une sécurité policière? Est-ce que notre sécurité sera tenue en compte dans ce calcul? Je ne sais pas. Vous voyez, André, il va falloir sortir la calculette bientôt, puisque tout n'est pas encore joué. On parle d'un jour historique, d'un accord historique, mais en fait...
C'est un accord un peu tiède puisqu'il y a encore tout un processus qui doit être mis en place. Cet accord doit revenir devant les deux associations et puis ensuite il y aura encore un vote final devant le Parlement. Parlez-nous un petit peu de ce calendrier. Expliquez-nous quelles sont encore les étapes à suivre. Robert Middleton, je recommence par vous. Bon, il y a la consultation publique sur l'accord qui comprendra bien sûr les chiffres, la calculette dont vous avez parlé. Ce n'est qu'à ce moment-là que les communes peuvent vraiment prendre position sur l'accord. Ça, c'est le point essentiel. Comme je disais, l'accord, c'est l'architecture, le contenu, c'est ça qui est important. Donc, il y a des séances d'information, aussi bien de la DCV que de l'UCV, pour que les membres puissent prendre connaissance de cela avant les assemblées générales. Ensuite, vous avez les deux assemblées générales qui sont appelées à valider l'accord qui a été signé par les comités. Et ensuite, comme vous dites, on passe au Grand Conseil. Et là, je pense que Monique, avec PLR, elle peut nous dire davantage ce qui risque de se passer là. Exactement. Vous faites partie d'un parti constitué et représenté au Grand Conseil. Alors, non. Franchement, je ne suis pas dans la tête de nos représentants au Grand Conseil, mais en fin de compte, il y a deux représentants au Grand Conseil qui sont Mme Garelli et puis M. Romanens, qui étaient vraiment les initiants de cette... de SOS Commune. Donc, je pense que suivant les résultats, une fois qu'on aura fait nos calculs, une fois qu'on aura tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle péréquation, moi, je pense qu'ils vont se positionner. Soit ils enterreront l'initiative en disant que l'accord est suffisant pour les communes, soit au contraire, elle passera en votation. Attention, parce qu'on parle d'un accord, mais il y a encore un contre-projet qui arrive, qui doit être élaboré par le gouvernement. Ce qui est important aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on revisite l'accord au moins une fois tous les 5 ans. Ce qui est très important, ce qui permet... L'accord n'est pas parfait, on est bien d'accord. L'accord, c'est une grande avancée. Je suis d'accord avec Monique, il y a encore des choses à faire, mais nous avons la possibilité maintenant, nous ne sommes pas muselés, comme était... l'UCV par l'ancien accord. Non, mais 5 ans, c'est long. Hein. Nous, ça fait déjà... Non, une fois tous les 5 ans. Oui, mais si l'accord n'est pas bon, 5 ans, c'est très long. Nous, ça fait déjà la législature précédente, depuis 2016, qu'on actionne la clochette, en disant, on a vu 2-3 fois les conseillers d'État, et ça rien n'a changé. Donc, on se sent un petit peu étranglé. Et je regrette que dans cet accord, puisque ça va débuter en 2025, qu'il n'y ait pas une clause qui dit pour justement les communes qui ne peuvent pas attendre jusqu'en 2025, qu'on aide les communes en 2025. J'ai aussi vu que dans l'accord, il y a ce fameux plafond d'effort qui est à 48, sera reconduit en 2023-2024, mais après, plus de plafond d'effort. Donc, c'est pour ça que je dis... Il faut nous laisser un peu de temps pour voir si vraiment c'est un bon accord ou un mauvais accord. Pour le moment, je suis très mitigée, comme vous pouvez le constater. Oui, et on constate les différences. Alors, Andrea, on attendra un petit peu pour sortir les calculettes. Ce que je comprends, c'est que ce jour historique, c'est d'avoir réuni ces deux associations, que plusieurs États vont encore être engagés jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle péréquation intercommunale. Et finalement, chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que les initiants des SOS communes vont encore être très attentif et qu'NRTV va avoir le plaisir de suivre les différentes évolutions de cette nouvelle péréquation intercommunale. Robert Middleton, Monique Choula-Pugnal, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci Monique. Merci Robert. Voilà, carrément avec une poignée de main et peut-être la suite qu'on la verra sur notre plateau avec une calculette en or, pourquoi pas. Florian Cavalleri, on prend d'ores et déjà rendez-vous le 25 avril avec une interview de la présidente du Conseil d'État, Christelle Luisier-Brodard. Merci à tous, très belle journée à vous. Merci. Merci. En actu, la suite de notre dossier consacré à la Carré. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous recevions le président de la coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environ. Malgré les 200 oppositions reçues, Nicolas Bollet se dit confiant pour l'avenir et prêt à tout pour défendre son métier. Pour moi, ce projet, il est vital pour mon exploitation, pour la région, pour les bouchers de la région. Donc on va se battre et on va tout faire en sorte pour qu'il arrive à sortir de terre. Les métiers de bouche sont-ils en danger, en difficulté? Comment cet abattoir régional pourra-t-il soulager ce corps de métier? On a voulu justement vérifier tout ça sur le terrain et répondre à ces questions en compagnie d'un boucher. Alexandre, tu es sur place pour la suite de cette série où on donne la parole à Norbert Prélat, à la boucherie Prélat de Genolier.
Oui, exactement, tout à fait. Ben voilà, je suis dans la boutique, dans la boucherie Prélat, justement, avec donc Norbert, le papa, et Pascal, le fils. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour. Merci déjà de m'accueillir dans votre boucherie en ce mercredi. Alors du coup, on l'a entendu, Nicolas Bollet qui nous disait effectivement, si cet abattoir ne vient pas sortir de terre à Aubonne, ben, c'est les métiers de bouche qui sont en danger, et notamment vous, Norbert, votre boucherie qui justement aujourd'hui fait tuer ces bêtes à Rolle et qui aimerait les faire tuer à Aubonne. Si l'abattoir d'Aubonne n'a pas lieu, c'est vraiment un danger pour vous? C'est clair, parce qu'on essaye de favoriser la proximité aussi bien pour les transports. Alors, aussi bien pour la qualité de la viande, pour les transports, pour éviter les désagréments au bétail, pour éviter le stress. Ça serait quand même plus simple d'éviter d'aller trop loin pour les transports et tout, et pour nous, pour récupérer les quartiers de viande. Et pour les bouchers, aussi bien même des agriculteurs qui tuent les bêtes souvent pour eux, pour faire de la vente directe. Et puis nous, les artisans bouchers de la région, c'est les seuls abattoirs qui seraient, parce que nous on tue encore à Vic, c'est un abattoir privé, oui, mais qui peut-être, parce que la personne qui l'exploite... C'est pas assez grand quoi du coup. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la personne qui l'exploite arrive en fin de carrière, ouais, on pense que peut-être ça va changer d'affectation et ça sera plus un abattoir. Ouais. Donc on va vraiment focaliser sur le nouvel abattoir de Rolle et le futur de Aubonne. C'est là qu'on travaillera avec eux aussi, ouais, bien pour les déchets, parce que tous les déchets carnés, ils sont centralisés là-bas, ils partent à Lys pour être incinérés. Donc il faudra faire une nouvelle organisation. Ouais. Pascal, justement, c'est vraiment ça, c'est la proximité dont on a besoin. Ouais, tout à fait. On a besoin de la proximité par rapport au bien-être du bétail, pour pas qu'ils aillent trop loin avec le bétail, parce que ce qui se passe, c'est que si on n'a plus d'abattoirs indépendants en Suisse romande, ce qui va se passer, c'est que les bêtes, elles seront tuées en Suisse allemande, donc c'est-à-dire des centaines de kilomètres en camion, ouais, du stress pour le bétail, donc ça affecte automatiquement la qualité de la viande, donc ce qui est pas bien pour le consommateur et pour nous, automatiquement. Ouais. Puis donc nous, on pourra plus sélectionner nos bêtes, on pourra plus choisir ce qu'on va tuer comme bête, et puis après, c'est la mort des artisans à moyen terme, disons, si on n'a plus d'abattoir. Ça, ce sera il faudra aller direction Montreux ou bien même la Suisse allemande. Montreux, la Suisse allemande, parce qu'à Montreux, après, ce ne sera pas assez grand pour assumer tout ce qu'on a tué ici, par rapport à la demande qu'on a et tout. Donc ça va être problématique si on n'a pas cet abattoir. Et justement, donc cet abattoir, il fait parler de lui. 200 oppositions aujourd'hui pour avoir cet abattoir à Aubonne. Les oppositions, vous les comprenez, Norbert Prélat? Écoutez, les oppositions, tout le monde est conscient qu'on en a besoin d'un, mais personne ne veut près de chez lui, c'est ça le problème. Et puis bon, là, je pense qu'ils ont trouvé un endroit qui est un peu à l'écart. Et puis il faut bien se mettre dans la tête que les abattoirs, maintenant, surtout en Suisse, on est vraiment à la pointe aussi bien de tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est de nuisances et tout. Il n'y a plus les odeurs, il y a plus, et tout est fait dans les règles de l'art, aussi bien pour le bien-être des animaux que pour les employés et tout ça. Et que voilà, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc il faut qu'on ait un abattoir et puis qu'il soit bien. Et de toute façon, on est contrôlé. Les bêtes sont contrôlées quand elles arrivent vivantes par un vétérinaire. Ils constatent comme elles sont dans l'état de sanitaire au niveau quand elles sont vivantes. Et elles sont contrôlées après en carcasse. Donc, puis on ne peut pas tuer une bête, il faut qu'elles aient un papier d'accompagnement, comme une carte d'identité. Une bête qui ne répond pas à tous les critères, elle ne se fait pas abattre. Donc chez nous, il y a un suivi, il y a tout. Et puis moi, je pense que les gens, ils sont très sensibles d'acheter de la viande locale. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, ces oppositions, est-ce qu'il y a... Alors, il y a le point de vue, effectivement, sanitaire, le fait d'avoir l'abattoir à côté de chez soi, c'est peut-être ça qui fait parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Pascal, il n'y a pas surtout et avant tout les anti-bouchers et les anti-viande? Disons que c'est une part non négligeable de la population, mais au final, ça représente un faible pourcentage de la population qui est végane, végétarien et tout ça. Donc, je pense que c'est des gens qui font beaucoup de bruit aussi, parce qu'ils font beaucoup parler d'eux, parce qu'ils ont des actions coup de poing, des trucs, les antispécistes et tout ça, où ils attaquent les abattoirs, où ils attaquent les boucheries, où ils font des dégâts, ils font parler d'eux. Donc, c'est émotionnel, et puis je me dis, ça vous touche, vous aussi, j'imagine. Moi, ça m'attriste quand même, parce que je me dis qu'au final, nous, on les embête pas. Moi, j'ai rien contre les véganes, les végétariens, tout ça. Je veux dire, tout le monde est bienvenu ici, mais je veux dire que nous, on les respecte, ils nous respectent aussi, parce que du moment, s'ils n'ont pas envie de venir dans une boucherie, ils n'ont pas besoin de venir. Je veux dire, mais après, qu'ils respectent les gens qui ont envie de manger de la viande, et puis que nous, on les respecte, ils mangent leurs produits véganes, on ne va pas les attaquer, on ne va pas casser leur magasin, on ne va pas les embêter, quoi. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, Andrea, c'est qu'au milieu justement de la viande,
Il y a même des produits véganes là-bas dans la boucherie Prélat, comme quoi tout le monde est le bienvenu. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de l'abattoir, Andrea. On se retrouve juste après, on marque un petit temps de pause et après on visite un peu les coulisses de la boucherie. Et puis justement, on va parler du métier de boucher et de l'évolution du métier de boucher toutes ces années. Quoi de mieux avec un père et un fils pour parler justement de cette évolution. Donc à tout à l'heure. Oui, justement, un très bel exemple que tu viens de citer, comme quoi le métier de boucher évolue. Donc après avoir discuté de ce volet politique, on va s'intéresser au métier de boucher en tant que tel. Est-ce que c'est un métier qui fait toujours rêver et surtout, quelle est son évolution? À tout à l'heure, Alexandre. En attendant, on va ouvrir une page sport avec nos invités suivants. Joanie Pellet, Gilles Guffert, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va revenir sur votre fameuse cape épique en Afrique du Sud. Vous avez parcouru 658 km à VTT en 8 jours. Bonjour, bienvenue. Vous avez bien atterri, ça va? Merci, oui. Très ouais, vous avez repris des forces? Oui. Bon, on va retourner un petit peu dans le temps pour revivre cette expérience avec vous parce que j'imagine que vous avez encore plein d'images dans les yeux. Racontez-nous cette course du Cap Épique qui se fait par équipe de 2. Comment ça se passe ce défi? Eh bien, c'est un défi qui est remonté il y a maintenant une année où on s'est inscrit à cette course, où on a eu la chance d'être qualifié. Et c'est vrai que c'était un travail de longue, on pourra dire de longue haleine, de longue préparation pour arriver à préparer et à arriver jusqu'à terme de cet événement. Oui, mais Joanie, comment est-ce que vous avez trouvé cette idée? C'était un défi que vous vous étiez lancé? Vous faisiez déjà du VTT? Enfin, comment vous en êtes arrivé là? Oui, je pense que quand on fait du VTT, on en fait les deux. Et puis quand on est cycliste de manière générale, quand on parle de Cap Épique, tout le monde sait ce que c'est dans le monde du VTT. Et c'est un rêve, je pense, pour la plupart des gens qui font du VTT. Et c'est toujours quelque chose qu'on a en tête qui semble assez intouchable quand même. Et puis oui, d'avoir la chance d'avoir pu participer à ça, c'était quelque chose qui marque en tant que cycliste. Ouais, alors on voit justement quelques images à l'écran et puis des conditions assez particulières, des fortes chaleurs, de la pluie, de la boue. C'était quoi le plus difficile? À peu près tout. C'est-à-dire que ça a été une météo très capricieuse où ça a été changeant et comme disent les Africains, on arrive à avoir 4 saisons, les 4 saisons dans la même journée. Donc c'est vrai que ça a été assez dur. On a eu un gros vent dès les premières étapes qui a en fait nous a pas mal handicapés. On n'avait pas tellement l'habitude chez nous d'avoir vraiment des gros vents comme ça. Et puis après, vraiment une épreuve dantesque où la pluie a été, on peut le dire, torrentielle. Ouais, des rudes épreuves à affronter en tant que couple, parce que vous êtes un couple, donc il y a aussi un aspect émotionnel. Est-ce que justement on met de côté son cœur ou est-ce que ça renforce parce que y a de l'amour dans tout ça? Non, je pense que ça renforce le fait de bien se connaître pour une épreuve comme ça. C'est assez déterminant et d'accepter l'autre comme il est, et de le prendre dans ses difficultés avec sa manière de réagir, c'est quelque chose d'essentiel quand on le fait à deux en équipe comme ça. Forcément un petit regard complice avec un petit sourire. Il y a quelques anecdotes à nous raconter, c'est ça? À quel moment vous vous êtes dit « Ah Gilles, là j'en peux plus, purée !» Tous les jours. Tous les jours. À peu près à 15 minutes après le départ, ouais, c'était... ouais. Non, c'était très dur et c'est vrai que le fait, je pense individuellement, je ne suis pas sûre, en tout cas moi je ne suis pas sûre que je serais arrivée au bout si je l'avais fait seule, honnêtement. Il y a quand même une grosse composante de soutien quand on est deux et quand on se connaît bien comme ça qui est essentielle. Pour la suite, justement, est-ce que ça vous a donné envie de réitérer l'expérience et de vous lancer d'autres défis? C'est quoi les futurs objectifs? Oui, alors on en a parlé très vite. Moi, mon projet, notre projet qu'on aimerait peut-être faire, c'est la RAM. Donc c'est la traversée des États-Unis de l'Est à l'Ouest, mais en vélo de route, à peu près 5000 km pour 50 000 mètres de dénivelé, dans à peu près 10 jours de course.
mais qui est non-stop. En fait, la difficulté d'aller chercher les défis comme ça, c'est on vise toujours plus difficile et après, il faut trouver ce qui va nous faire vivre, avancer pour le prochain défi. Donc, il faut arriver à trouver des choses un peu différentes à faire. Mais... On se réjouit en tout cas que vous veniez nous en parler, Joanie Pellez, Gilles Cuffer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée. Merci. À très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne donc à toi avec ce métier de bouche en tant que boucher. Quelle est son évolution ? Ah oui, avec le son, c'est mieux, oui, effectivement. Alors, je disais que je suis avec Norbert et Pascal toujours. On est dans l'arrière-boutique. J'aimerais comprendre, il fait quoi un boucher, Norbert? Quand il arrive ici le matin, il fait quoi? Alors, le premier travail du matin en arrivant, en général, on vient avec mon fils et moi pour 6 h du matin. Ouais. On vient ici et notre premier travail, c'est de monter le rayon pour le magasin. D'accord. Le magasin ouvre à 7 h. Alors, on met toute la charcuterie en place, toute la viande et toutes les pièces, les brochettes, les trucs panés, enfin... toute la mise en place du magasin. On cuit une partie, on cuit dans le four qu'elle a derrière. On peut voir justement. On cuit, alors, si c'est le four où on cuit les croissants au jambon, les taillés pour vendre au magasin. Ouais. Et puis bon, alors, en général, on fait travailler le fumoir pendant la nuit, pendant qu'on est absent, donc l'électricité est un peu moins chère. Des tickets verts. Ici, on a donc des vous jetez le blanc puis vous utilisez celui-là pour sortir. Merci beaucoup. Qui vont fumer cette nuit et qu'on va mettre cuire demain matin à basse température. D'accord. On pourra déjà les vendre pour le week-end qui vient. Et c'est quoi l'intérêt de fumer la viande? L'intérêt, c'est la conservation, déjà le salé. Donc voilà, c'est tout un processus qu'on fait pour conserver la viande. Et puis c'est artisanal, donc on abat les porcs, on fait les choses de A à Z. Ouais, d'accord. Là, justement, je crois que vous avez encore de la viande ici. On a une chambre froide où on a de la viande fraîche ici. Ouais. Qu'on stocke. Ici, il y a des cabris, il y a des gigots d'agneau parce qu'on approche de Pâques. Donc, vous pouvez constater qu'il y a de la viande de porc, on a de la réserve. Et nous, on a un local à Trélay où on stocke les gros quartiers de viande pour rassir la viande. D'accord. Alors, tous les jours, on a un chauffeur qui part livrer les épiceries, les restaurants. Et puis, quand il revient, il fait un crochet à Trélay dans notre local pour ramener de la viande, généralement de la viande de bœuf, qui est rassie et stockée, qui nous ramène ici pour la vente au magasin. D'accord. Voilà. Bon, alors, on va retourner justement là-bas, direction l'étalage. Donc, et on fait de la découpe aussi ici, Pascal, justement? Oui, tout à fait. Là, on fait aussi de la petite découpe, disons, que du porc, du veau et puis quelques bricoles qu'on fait pour la préparation du magasin. Après, tout ce qui est grosse découpe de gros bétail, disons, tout ce qui est bœuf, enfin des grosses pièces de bœuf, on fait tout à Trélay. Après, là, c'est juste des petites préparations comme l'agneau, le porc, un petit peu de veau. Parce que le reste du veau, après, on le prépare à Trélay, dans l'autre local qu'on a. Ouais. On a plus de place, on a une chambre froide exprès pour rassir la viande, où vraiment, c'est optimisé pour rassir la viande, avec l'humidité, avec tout ce qui est circulation de l'air et tout ça. C'est vraiment optimisé pour qu'on fasse rassir la viande. Les quartiers arrière, c'est 3 à 4 semaines minimum avant la vente dans l'étal ici. Ah oui, d'accord. Et puis après, les quartiers avant, c'est 1 à 2 semaines avant qu'ils soient vendus dans l'étal ici. Donc, churros pendu, avant d'être touché, il reste 2 semaines pendus. Ok. Bon alors Pascal, j'aimerais comprendre parce que donc Norbert, vous avez cette boutique depuis combien de temps d'ailleurs à Genolier? Alors nous, on a ici, c'était une laiterie à l'origine, et à partir de 1987, on a fait des travaux pour créer une boucherie. Pour créer cette boucherie. Et Pascal, vous avez quel âge? Moi, j'ai 29 ans maintenant. Ouais. Alors ça fait quoi d'être boucher avec son papa, tiens? Disons que il y a des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur la façon de faire comme ça, mais au final, c'est intéressant. C'est intéressant de travailler ensemble parce que lui, il a comme une expérience. Moi, j'ai peut-être le côté plus jeune pour essayer d'amener des nouvelles choses et tout ça. Mais c'est toujours intéressant de travailler avec lui parce qu'il a comme une expérience derrière. Et puis, c'est lui qui a tout monté, tout le business. Et puis, il a quand même l'habitude, il a quand même l'expérience derrière. Puis, des fois que j'ai besoin d'un conseil, je pose la question. Et parfois, je ne pose pas la question, je fais des conneries. Ah ben voilà, le téléphone qui sonne, il y a un client qui appelle. Voilà, c'est du direct. Alors justement, Norbert, alors il rappellera plus tard le client, on va dire ça. Norbert, comment justement, quelle évolution il y a eu entre les 2 générations, entre vous et votre fils, dans le métier de boucher? Alors, le métier de boucher, il a beaucoup évolué dans le sens que maintenant, de plus en plus, on fait des choses traiteurs. Ouais. Parce que nos ménagères, à l'époque, elles achetaient des gros morceaux de viande, elles faisaient la cuisine, parce que souvent, elles ne travaillaient pas. Donc, on vendait beaucoup des morceaux de viande. Alors qu'aujourd'hui, on fait des cordons bleus, on fait des paupiettes, toute la viande est déjà, les steaks sont déjà marinés.
On a de la viande de poulet. Maintenant, on va arriver vers les beaux jours, j'espère. Donc, on aura tout un assortiment. On va changer un peu l'assortiment. Ouais. On va arrêter de faire des saucisses au chou. On va arrêter la choucroute pour faire tout un assortiment de brochettes et de pièces à griller. Mais est-ce qu'il y a une technique qui a changé, en fait? Je sais pas, Pascal, vous faites ce métier différemment de votre papa? Non, disons que les fondamentaux de la boucherie, ça n'a pas changé. On travaille toujours de la même façon qu'avant. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'hygiène, de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'à l'époque, dans les boucheries, quand mon père a commencé, par exemple, il y avait de la sciure par terre dans les boucheries. Ça, c'était encore les anciennes générations. À l'époque, dans les années 70, 60, 70, ils fumaient encore dans les boucheries. Ouais. C'est un truc qui est impensable à l'heure actuelle. Mais disons qu'après, il y a des normes sanitaires qui ont beaucoup évolué. Puis chaque année, il y a des nouvelles choses. On doit s'adapter, on fait des analyses. On fait analyser des produits tous les mois. On envoie des produits en analyse pour savoir si on travaille juste, si l'analyse est bonne, on travaille bien. Et puis après, on a aussi des conseillers qui nous conseillent savoir comment ils font faire pour améliorer les choses, pour la conservation. Après, mais vous avez les enjeux aussi, Pascal. Justement, on parlait tout à l'heure de militants anti-viande, anti-spécistes, anti-boucherie aussi peut-être. Ça, c'est aussi quelque chose auquel votre papa n'était pas confronté. Ça change quelque chose, justement? Disons que moi, à mon échelle, je me dis, moi, j'ai jamais eu de soucis avec ces gens-là. Je sais qu'il y a quelques boucheries à Nyon qui ont eu des problèmes. Nous, heureusement, on n'a pas eu de problème. Et puis, je me dis, j'espère pas qu'ils vont venir après le reportage en nous voyant. Je pense que vous avez montré effectivement votre savoir-faire et puis votre boutique familiale. Mais Norbert, est-ce que le regard a changé? Le regard de la société, il a changé sur le boucher ou pas? Disons que j'ai un peu de peine à m'exprimer à ce niveau-là, mais je pense qu'une boucherie, c'est quand même un métier particulier. Quand on va acheter de la viande dans une boucherie, c'est pas comme dans une épicerie où on achète un paquet de pâtes, quoi. Chaque boucher a ses spécificités, a ses spécialités, un cheval de bataille, comme on parlait tout à l'heure. Nous, on fait beaucoup de petits pâtés à la viande, on fait des lasagnes maison, on essaye de faire beaucoup de choses maison. Le but, c'est de ne pas retrouver les mêmes produits qu'on trouve dans les grandes surfaces, quoi. Ouais. Et qu'on arrive, on se dit, on se démarque avec nos produits. On trouve des choses comme là, on fait des saucisses en croûte, on fait des choses qu'on ne trouve pas partout. Donc, mais après, quand on est... Et le prix, justement, comment on se bat contre la grande Alors, les prix, de toute façon, nous, on doit calculer un peu nos marges et tout, ça c'est comme partout. Mais souvent, il y a une fausse idée. D'ailleurs, ces grandes surfaces, ils disent Migros moins cher. Mais il faut regarder puis comparer. Je suis sûr que moi, j'ai beaucoup de gens qui me font remarquer qu'on a des articles, on est moins cher qu'à la Migros. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est des artisans qu'on fait... Nous, le but, c'est... Nous, on ne vend pas des briques ou des boulons ou des clous. Hein. Il faut que ça roule. Hein. Il faut que le tournus se fasse, qu'on ait toujours un joli rayon, que la viande soit bien fraîche. Bien sûr. Donc, il faut que les gens trouvent de l'intérêt à venir chez nous. Le rapport qualité-prix et tout. Il faut qu'on ait un certain volume de travail parce qu'on a quand même... Ici, on est 7 à travailler. Donc, on a quand même pas mal de frais généraux. Moi, je suis locataire de la commune ici. On a investi beaucoup d'argent parce que, en fait, la commune nous loue les locaux nus. Oui. Mais tout l'investissement, c'est nous qui l'avons fait. Et voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, on se bat pour faire de la qualité, justement. On l'aura compris, surtout de proximité et familiale, du coup, en famille. Merci beaucoup, Norbert, Pascal, la boucherie Prélat à Genolier. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le métier de boucher. J'ai pas besoin de t'appeler, donc je passe directement aux commandes. J'aime un peu tout sauf le lapin, donc peut-être 3 cuisses de poulet et puis des saucisses avec fenouil. Je te laisse passer la commande. Et des pâtés, on me dit en régie. Voilà, la commande est faite. Et puis à la maison, on suivra aussi cette série en donnant notamment la parole aux oppositions et aux opposants surtout. N'hésitez pas à nous faire part aussi de votre avis pour ou contre cet abattoir de Rolle dans la région. On va terminer en musique, s'il vous plaît, maestro, Marlise Gerber, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la programmation des variations musicales de Tannay, festival de musique classique qui aura lieu du 17 au 27 août prochain. Bonjour Marlise, on est ravis de vous avoir. Mais je suis surprise, un t-shirt rock. Elle sera rock cette programmation? Presque. Je vais vous parler un peu plus des détails. Déjà, quand on pense au festival de Tannay, c'est les lieux exceptionnels. Dans ce parc au château de Tannay, vu au lac avec ses arbres centenaires, ça fait qu'une soirée est un événement extraordinaire. Oui, on veut faire bouger justement la région en musique et en classique, d'où le côté rock, parce qu'on laisse aussi la place aux jeunes et une programmation riche et variée. Cette année, notamment, on fait la part belle aux grandes formations orchestrales. Pourquoi ?
parce que les gens, ils aiment beaucoup les orchestres. Déjà, notre public. Et permettez-moi de commencer avec les tout grands stars, pas les tout jeunes. Martha Argerich, la grande dame du piano, la meilleure pianiste du monde, qui va être là, qui va jouer un programme musique de chambre avec le violoniste Edi Papavrami. Et après aussi un autre génie du piano, ça c'est Ivo Pogorelic, avec l'orchestre, justement l'orchestre de chambre de Bâle, le KOB. Il va jouer le deuxième concerto de Chopin. Ça, c'est vraiment... Lui, il est un rockstar parce qu'il a une conception d'interprétation différente. Et ça, c'est vraiment va être intéressant. Ouais, variation musicale de Tannay, c'est vrai que ça fait un bon moment que le festival, il est là, qu'il est dans la région. Mais comment on fait pour s'offrir et se payer la plus grande pianiste au monde, vous l'avez dit, rien que ça? Alors déjà, je crois que c'est toujours des liens d'amitié que je vais vous parler encore un peu plus tard aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure les jeunes artistes. Si je me permets de les citer, c'est Camille Thomas, la violoncelliste, qui va jouer avec l'Orchestre de chambre Nouvelle Europe, avec Nicolas Krause, un petit ensemble d'une excellente qualité. Et après, il y a Daniel Lozakovic, un jeune violoniste qui va jouer avec l'orchestre symphonique de Vienne et Soler, le fameux concerto de Sibelius. Et Louis Fitzgibbon, qui va être accompagné les cameristi de la Scala avec le deuxième concerto de Beethoven. Et il y a des soirées insolites un peu avec Elisabeth Sombart, qui va jouer les deux concerti de Mozart de piano avec des protégés, le Quatuor Résonance, oui, et le grand acteur Lambert Wilson qui viendra réciter des textes de Lamartine que Franz Liszt a pris comme mentor peut-être, mais ça c'est toute la programmation. On pourra évidemment la retrouver sur votre site internet. Marlise, permettez-moi de le préciser, mais aujourd'hui, quand on parle de programmation et dans les festivals de la région, on peine aujourd'hui à payer ces grandes rockstars comme vous les appelez. C'est quoi le cachet par exemple d'une grande pianiste? Ça coûte combien? Je crois ça, je peux pas tout de suite dire comme ça parce que je suis pas le trésorier, je sais pas exactement, mais ils savent aussi, si je vais parler aussi de nos amis, là les Capuçon, le Gauthier Capuçon, le violoncelliste, et le violoniste Renaud Capuçon, ils sont devenus des amis. Et quand on vient à Tannay, il y a une ambiance tellement extraordinaire que mais ça veut dire quoi, il veut revenir. Parce qu'on a mis, on arrive à avoir peut-être des prix un peu moins chers, c'est ça? Je crois qu'il y a des négociations, mais ils ont quand même des prix, des agences qui établissent des prix. On ne peut pas les brader, c'est des très très grands artistes. C'est pas le secret de les avoir, c'est pas ça, parce qu'on est soutenu par les communes de Tannay, de Cran, de Founet et de toutes les communes de la Terre Sainte, du canton de Vaud, qui a pris le festival dans la liste des événements importants. Ça veut dire quoi? Qu'on sait recevoir à Tannay et qu'on les reçoit avec l'effort mais avec l'argent, c'est ça? Oui, et ils nous soutiennent financièrement. Et il y a des mécènes, des sponsors et des mécènes privés. On a l'association des VMT et le comité et une super équipe de bénévoles qui font tout pour que l'accueil du public et aussi des artistes... Que les artistes soient choyés. Exactement. C'est ça qu'ils apprécient. À la maison, vous pourrez donc découvrir toute cette programmation sur le site internet des variations musicales de Tannay. Marlise Gerber, on était ravis de vous avoir sur ce plateau. Et puis on se réjouit surtout de vivre cette édition en musique et à vos côtés sur ce très joli cadre à Tannay. Très belle journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.